Mais je voulais aussi rebondir sur le côté, l'influence du milieu géographique. Donc, pour l'instant, quels sont les pays qui sont leaders du métaverse? Et est-ce qu'il y a une différence dans les consommateurs, ou plutôt les utilisateurs qui sont dans ce milieu? Est-ce qu'il y a une différence entre géographique? Il y a quelques sociétés enfin, il y a celles qui communiquent, dont on entend beaucoup parler, donc Meta, ainsi de suite. Il y en a quelques autres dont on entend moins parler, mais qui sont en train de beaucoup avancer dessus, notamment en Chine. Où là, il y a vraiment... Enfin, il y a des projets qui émergent, il y a des choses qui montent qui sont très importantes. Il y a des opportunités, et quand tu disais, ça peut permettre de diminuer les inégalités. C'est assez marrant, il y a des projets de méta africains qui sont en train de se mettre en place, et qui sont sacrément sophistiqués, enfin, qui sont plein de bonnes idées et tout. Donc, c'est en train de bouger. Je ne suis pas certain que les gros acteurs soient forcément les mieux positionnés. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on arrive, alors à 5 ans, à 10 ans, ça je suis bien capable de vous le dire, à avoir un méta qui se stabilise, le fait qu'il arrive en provenance d'Asie, d'Afrique ou d'Europe ou des États-Unis, ça ne donnera pas forcément tout à fait la même façon de le structurer, à la fois dans la logique de fonctionnement, peut-être dans la privacy. Quand tu parlais des données privées avec Facebook, pardon, pas certain qu'avec un méta chinois, il y ait plus de transparence sur la privacy. Enfin, c'est peut-être un positionnement erroné de ma part, mais quand même, en termes de contrôle d'infos, ça pourrait peut-être être intéressant. Donc, ça va quand même teinter, ça va patiner l'approche. Aujourd'hui, ouais, en France, il n'y a quasiment pas de projet, c'est un peu décousu pour l'instant. Ça fait partie justement, il y a eu un rapport à la parlementaire sur l'importance de se positionner sur les méta. Il y a des startups qui existent, il y a des startups qui existent, il y a des choses qui se mettent en place, mais ça reste encore à petite échelle. Je pense que les Américains communiquent mieux, et puis c'est quand même poussé par un vivier, un marché potentiel important, et on ne sait pas trop ce qui se passe en Asie, mais ça bouge beaucoup. Mais pour l'instant, ça reste un peu en interne. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, elles sont comment adressées? Oui, Sarah? Oui, j'avais une question. Donc, merci beaucoup d'abord pour ce talk qui est vraiment extraordinaire et qui ouvre plein de portes et plein de pistes de réflexion. J'avais une question sur géographiquement, dans quelle partie du monde est-ce que les gens vraiment se mettent dans les métaverses? Quelles sont par exemple les possibilités en Chine, en Russie, dans d'autres pays où par exemple les serveurs peuvent être coupés, donc il y a un contrôle étatique de l'accès à ce genre de monde. Comment est-ce qu'on voit le géo, pas nécessairement politique, mais géo-accès à tout cela? Eh bien ça c'est une bonne question, merci. Elle m'embête bien. Est-ce que tu as des éléments toi? Moi j'ai pas grand-chose là-dessus. Je te laisse démarrer. Ok, je pense que par rapport à l'accès en fait dans le métaverse, ça dépend uniquement en fait. Forcément, on va avoir beaucoup plus d'accès en fait dans les pays qui vont être développés. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va avoir des ordinateurs, on va avoir des téléphones qui vont être plus développés. Et au final, c'est le seul point qui est important pour pouvoir se connecter sur le métavers, c'est avoir une connexion Internet et un ordinateur. À partir de ça, maintenant, si on réfléchit, si on parle aux États, c'est sûr que la Chine qui va interdire en fait n'importe quel réseau social qui ne vient pas de Chine, ça peut être YouTube, ça peut être Facebook. Non, ils vont pas être ravis de pouvoir avoir que ces habitants ont accès à un réseau social ou à un moyen de pouvoir avoir de l'information qui vient de l'Occident, qui va cracher sur ce gouvernement. Ça, c'est sûr et certain qu'ils vont pas faire. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont pouvoir l'interdire? Ça change en fait rien, que ce soit le métaverse, le Web 2 ou le Web 3. Mais aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de barrière en fait, pour pouvoir utiliser le métaverse. C'est justement ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est en fait dans un système où c'est vraiment les utilisateurs qui vont communiquer entre eux. Il va y avoir bien sûr une grande société qui va créer toutes ces infrastructures, qui va créer ces interfaces pour pouvoir connecter toutes les personnes entre eux. Mais en dehors de ça, non, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de restriction géographique par rapport à ça.
Maintenant, si on réfléchit aussi à travers les métavers, c'est sûr que un des grands intérêts aussi dans le métavers, ça veut dire qu'on peut posséder quelque chose. Là aujourd'hui dans Facebook, on ne possède strictement rien, tout appartient à Facebook. Dans le métavers qui est utilisé en fait dans la blockchain, on parlait par exemple d'une maison, quel va pouvoir être l'intérêt par exemple. Moi je sais qu'on est en train de créer en fait une collection de maisons qui vont être disponibles en fait sur Decentraland et sur Sandbox. L'intérêt ça va être quoi? Ça va être par exemple Snoop Dogg, on est en train de parler avec lui qui va créer un concert en fait, et ce concert pour ça il va utiliser un espace dans le métaverse. On va pouvoir très bien acheter une grande maison par exemple et lui louer pour qu'il crée cet événement dans le métaverse. Dans le métaverse c'est pareil, il va y avoir des quartiers qui vont être plus importants, qui vont être plus chers, donc on a envie d'acheter des biens en fait et on va pouvoir posséder ces biens. Et à partir de ce moment-là, oui, c'est sûr que les personnes qui auront forcément plus d'argent, donc ça va être les pays les plus développés, vont pouvoir posséder en fait ces endroits, vont pouvoir posséder tous ces accès et tous les endroits les plus chers entre guillemets du métaverse. Mais pour moi, c'est la seule barrière. Au final, c'est exactement comme dans la vraie vie où si jamais on va à Place Vendôme ou si jamais on va quelque part, je sais pas, à Poitiers, forcément, ça va pas être les mêmes choses. Mais c'est voilà. Tu l'as dit, la Chine, c'est comme un pays très très développé. C'est pas une question de... Oui, c'est plus une question, je pense, de contrôle d'infos. Mais c'est pour ça que quand je vous disais qu'il y a des projets de méta qui viennent d'Asie, je pense que pour un gouvernement, notamment pour le gouvernement chinois, avoir son propre méta, c'est aussi avoir son propre contrôle sur ce qui va être diffusé dans le méta. Et c'est peut-être plus facile d'arriver à créer un environnement pour le contrôler qu'à importer un environnement extérieur et être obligé de le censurer. Aujourd'hui, clairement, Google, on travaillait en fin de semaine avec des étudiants à Shanghai, ils n'ont pas accès à Google Scholar. Google Scholar, c'est quand même pas le truc le plus anarchiste du monde, mais ça passe pas. Et donc, ils développent des solutions alternatives, comme à chaque fois, ils passent par un VPN, ils passent par des tas de choses pour contourner. Donc là, le méta, ça sera vraisemblablement un méta chinois. Mais comme on a vu arriver des marques de téléphone, parce que c'était plus pratique d'avoir le matériel pour pouvoir suivre ce qui se passait sur le matériel. Merci. Oui, je me demandais juste si dans la start-up, est-ce que vous vous concentrez aussi sur l'aspect un peu psycho-neurologique ou physique du métaverse dans l'expérience d'un utilisateur? Parce que moi j'ai fait, c'était un show de Chanel, le bal de Paris, et j'ai fait l'expérience en immersion. Et j'étais étonnée déjà par tout l'équipement, les différents, c'est quoi, les capteurs, les casques, etc. Et quand l'expérience s'est terminée, j'étais un peu... la réalité et le monde virtuel se mélangeaient un peu, c'était un peu perturbant. Et du coup, je me demandais si ça peut freiner quelques-uns à utiliser ce genre d'équipement. Je sais pas s'il y a des études là-dessus. Mais c'est marrant aussi, on en parlait aussi justement, on en parlait tout à l'heure et c'est ce qu'il disait en fait, une piste d'amélioration qui pourrait être vachement intéressant justement, c'est de pouvoir faire des études là-dessus. Pour l'instant c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment réalisé parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'avec le métaverse en fait, il y a énormément d'opportunités mais là on est vraiment qu'au tout début. Si on devait donner une comparaison en fait, c'est un peu comme si on se retrouvait en 98-99 avec Internet. Aujourd'hui, on voit ce qu'on peut faire avec un ordinateur, c'est exceptionnel. Dans les années 98, j'avais 2 ans à l'époque, donc j'ai pas forcément de souvenirs, mais quand je vois ce qui était possible, ça a l'air d'être lamentable en fait par rapport à ce qu'aujourd'hui. C'est lent, on peut strictement rien faire. C'est un peu la même chose au final avec le métaverse aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut voir en fait toutes les opportunités qu'il va y avoir, tout le développement qui va être fait là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est super fonctionnel. Et justement, les casques VR aujourd'hui, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais si jamais tu vas en mettre aujourd'hui pendant plus d'1 heure, après tu vas avoir limite mal à la tête ou mal au ventre, c'est pas du tout agréable. Mais c'est pour ça en fait que, et d'ailleurs ça me fait penser à quelque chose, à ce dont on parlait en fait, qu'est-ce qui va faire que le métaverse va être quelque chose de vraiment développé et pourquoi ça n'a pas marché par exemple en 2008 ou 2009 il me semble, parce que la technologie n'était tout simplement pas au point et que quand ça va vraiment pouvoir être en fait développé, quand on va pouvoir avoir un casque VR qui va être confortable, là vraiment on va pouvoir parler du vrai métaverse tel qu'on l'imagine, un truc vraiment immersif, on peut utiliser, on a l'impression on peut l'utiliser sans souci de temps. Et à ce moment-là, je pense qu'on pourra faire des études justement neurologiques pour pouvoir vraiment capter. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus en train d'essayer en fait de pouvoir trouver la bonne méthode pour faire en sorte que ce soit successful. Et d'ailleurs, c'est ce qui est le plus intéressant. Et tu parlais des startups, notamment pour les startups, parce qu'en fait, on arrive dans un monde là où il y a tout qui est à construire.
Il y a absolument tout qui est à construire, il n'y a rien qui est fait, tout est encore possible. Et c'est ce que je trouve en tout cas vraiment excitant et vraiment passionnant en fait justement à travers mon travail, c'est que en fait le champ des possibles est infini. Donc on doit encore en fait, on est encore dans cette situation, on doit pouvoir tout créer, on peut penser à tout et ça fera partie des points justement du coup qui vont être forcément développés dans le futur. Oui, et merci pour l'exemplification parce que c'est vraiment, on voit à quel point le métaverse est partout dans chaque domaine, que ce soit le secteur de l'art, le secteur du luxe, le secteur... Enfin, j'avais pas que des jeux vidéo, j'avais pas conscience que c'était vraiment omniprésent au final et que c'est en pleine expansion, pleine maturité, maturation. Pour rebondir peut-être sur ce que tu as dit et sur ta question, je pense qu'il y a un lien peut-être dans le succès avec l'outil d'utilisation. Il y a eu des ruptures comme ça en informatique sur l'IHM, l'interface homme-machine. Utiliser un PC ou un Mac avec un clavier et une souris, c'est compliqué, il faut savoir lire et écrire. Utiliser un écran tactile, il ne faut pas savoir lire, pas savoir écrire. Un enfant de 3 ans, il utilise un iPad, enfin une tablette sans aucun problème. Aujourd'hui, on a vu arriver les interfaces vocales avec les Google Home, les Alexa. Ça simplifie encore l'accès au service, à la ressource. Et du coup, on a vu des personnes âgées utiliser l'outil beaucoup plus facilement. Peut-être que, justement, ces casques de réalité virtuelle, ces tenues haptiques, qui seront sûrement améliorées, parce que pour l'instant, elles sont lourdes, elles sont câblées, on fait un peu cosmonaute avec ce genre de trucs, mais voilà, il faut bien démarrer par quelque chose. Plus on simplifie l'usage, c'est le premier critère. Vous avez peut-être croisé ça, je suis désolé, je vais faire mon prof. C'est un modèle TAM, Davis 89, Davis et Venkatesh. Il y a 2 trucs pour que la techno soit acceptée. Il faut qu'elle soit simple à utiliser et qu'elle ait une valeur ajoutée. Avec les retours sur la valeur, Holbrook et compagnie. Et ben c'est ça. Si on arrive, aujourd'hui on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut en faire. On a des pistes de valeur ajoutée. Ça peut permettre de faire des choses qu'on ne fait pas dans le monde réel, qu'on peut voir. Génial. Après, il faut que ce soit simple à faire. Parce que, tu as pris l'exemple, si tu dois t'équiper pendant un quart d'heure, si au bout de 10 minutes, tu commences